Abir Nasraoui qui reprend Wadia Safi. Abir qui est notre invité ce matin dans le cadre des portraits du mercredi de midi jusqu'à 13h. Bonjour Abir. Bonjour Emma. Quel plaisir de te retrouver. Ça fait quand même un plaisir partagé. Ça fait quelques Vraiment, années. Oui, ça fait un bail. Oui. Alors Abir, musicologue, coach vocal, thérapeute. On revient sur ton parcours. C'est le principe de cette émission ce matin. Alors tu es né dans une famille de mélomanes. J'ai envie de savoir et de te poser la question, qu'est-ce qu'on écoutait chez toi? On écoutait on écoutait Salah Abdelhaï, Mohamed Abdelmuttalib, Mohamed Abdelwaheb, on écoutait surtout Nazm El-Ghazali, Kulthum, Anta. En fait, j'ai grandi avec ces noms-là, ces grands noms de la chanson égyptienne. En fait, pour l'anecdote, j'ai chanté ma toute première chanson tunisienne à l'âge de 16 ans. C'était pour participer au festival de Saliha. Tu avais quel âge? J'avais 16 ans. 16 ans. En fait, j'ai vraiment grandi avec cette oreille. En fait, mon oreille a été, d'une certaine manière, éduquée au tarab, ce qu'on appelle le tarab, à la musique orientale, la musique égyptienne, l'âge d'or, en tout cas, de la musique arabe. C'était en Égypte. Donc la musique, tu as baigné dedans. Oui. Je pense que c'est... Depuis mon jeune âge, oui. Tout le monde chantait, en fait. Il n'y avait pas de professionnels, en fait, chanteurs ou musiciens, mais tout le monde avait une belle voix. C'était presque une évidence pour moi. Mon père, que Dieu bénisse son âme, ma grand-mère paternelle, mon oncle, ma tante, côté paternel plutôt. Ça t'a donné envie très tôt de faire ce métier qui est le tien aujourd'hui? Enfin, des métiers, tu en as eu plusieurs. Justement, on en parlera. Donc, mais à un moment donné, quand même, tu étais vraiment dans la musique. Dans la musique. Même en pratiquant le journalisme. Oui. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu as envie de commencer, d'être sur scène, de chanter? Je pense, oui. Depuis vraiment toute petite. D'ailleurs... ça aussi, ça me revient en fait en évoquant tous ces souvenirs. Je me disais, je me préparais pour la rentrée. Oui. Ma mère était en train de me préparer mon tablier. C'était pour la rentrée en 4e année primaire. Donc tu avais à peu près quel âge? Je ne sais plus parce qu'en fait j'ai intégré l'école. J'ai intégré l'école tôt. À 5 ans au lieu de 6 ans. Donc, je devais avoir... je suis nulle en calcul mental. 8-9 ans, on va dire. 8-9 ans. Oui. Et en fait, j'étais en train de voir Soufia Sedar sur la chaîne tunisienne. Elle était en train de chanter Habibi Yas'ad Awqat, que je connaissais déjà et que je chantais déjà avec mon père. Quand on faisait les trajets entre Gasserine et Tella, puisque c'est là où j'ai grandi, c'est là où... Tu es née à Gasserine. Je suis née à Gasserine, ma mère est de Gasserine, papa est de Tella. Après, on est venu s'installer à la capitale et tout. Et je regardais la télé, je lui disais, maman, tu l'as vue celle-là? Mais je disais comme ça, vraiment, en dialecte tunisien, tu l'as vue celle-là? En fait, je deviendrai comme elle. Et elle me disait, il faut dire Inch'Allah. Oui, ok, Inch'Allah, oui. Mais je serai comme elle. Déjà. Et ça, en fait, quand j'y pense, c'est vrai que ça m'impressionne un peu. Je me disais, oui, j'étais déterminée. Je voulais faire ça. Et puis, en avançant un peu dans ma scolarité, après, en tout cas, à l'âge de 14-15 ans, on est venu s'installer à Tunis, puisque mon père était proviseur. Il a été nommé directeur du collège de l'Aqba. Et c'est là où on a habité, parce qu'il avait une maison de fonction. Et à ce moment-là, je lui disais, papa, j'ai envie de faire de la musique. Il me disait, mais non, voilà, c'est un peu... Même s'il était amateur de musique, il adorait la musique et tout, mais il me disait, mais non, toi, tu as un bon niveau dans d'autres matières, tu peux faire prof d'anglais, parce que c'est vrai que j'avais un bon niveau en anglais. Il savait que je pouvais faire autre chose. Mais après, il était sur le marché du travail et il voyait comment ça se passait. Je pense qu'en 6e année, il m'a dit, écoute, fais tes études de musique.
Parce que là, il y avait encore de la demande. On ne pouvait pas être chômeur en étant professeur de musique. Donc, en quelque sorte, il t'avait encouragé à Rabir. Et c'est une étape importante dans ta vie, les encouragements, le soutien en tout cas de Bien ton sûr. père. Bien sûr, parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais encore étudiante. Quand j'ai fait, en tout cas, ce choix de faire de la musique, des études universitaires musicales, il m'accompagnait. Et tout le monde, par exemple, moi, j'ai commencé avec Samir El Hagrbi en tant que choriste. Quand il a fait il a fait l'ouverture de Carthage en 98. J'ai aussi chanté avec Nassir Chamma. Donc, mes parents étaient tout le temps là. Tout le monde connaissait mes parents, connaissait mes sœurs, mon frère, connaissait la famille. J'étais bien entourée. J'étais, en tout cas, la fille qui était bien encadrée, qui était encouragée, poussée par la famille. Il me laissait assez d'espace, mais il venait de temps en temps voir un peu le milieu dans lequel j'étais, les personnes avec qui je travaillais et tout. Et voilà, donc c'était presque bizarre de ne pas me voir avec mes parents. Et les gens étaient... là, je vais être un peu émue, mais quand j'ai perdu mon père et qu'il n'était plus là, et quand j'ai perdu ma sœur, c'était quelque chose c'était un grand vide, en tout cas ici à Tunis, de chanter et de ne pas avoir ces gens-là autour de moi. Voilà. Je comprends parfaitement. Alors, paix à leurs âmes, hein, tout d'abord, Rabir, et puis je pense qu'ils continuent quand même d'une manière ou d'une autre à t'accompagner. Quand tu étais adolescente, est-ce qu'il y a eu dans ta vie des moments d'hésitation? Parce que je sais que l'adolescence, et tu le sais aussi, c'est une période charnière, importante, c'est là qu'on se développe, c'est là qu'on rêve grand, et tous ces rêves nous accompagnent finalement. Est-ce qu'il y a eu un moment d'hésitation dans ta vie par rapport à ce choix? Parce qu'à un moment donné, tu t'es dit à 8-9 ans, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que je vais faire. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute, d'hésitation? Non, pas en adolescence. Un peu plus tard. Un peu plus tard, et même là, récemment, je me disais en fait, j'ai fait le choix de ne pas choisir la facilité. Oui. J'ai fait le choix de travailler sur des projets profonds. J'ai toujours écrit mes spectacles. Quand je fais un spectacle, je ne rassemble pas des chansons par-ci, par-là et je monte sur scène. Oui. Non, pour moi, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de précieux, de tellement cher. C'est quelque chose qui me donne un sens à ma vie. Mes spectacles, par exemple, ont toujours un thème. Il y a toujours un fil conducteur. Mais à un certain moment de la vie, et pour être honnête, c'était il n'y a pas longtemps, je me disais, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Le bon choix, non, j'ai jamais en fait remis en question ma vie passée. Mon passé, je le remets jamais en question parce que je me dis, le passé, il est déjà derrière. Par contre, est-ce que c'est vraiment judicieux de continuer dans cette voie comme ça? Et j'ai même envisagé d'arrêter alors que c'est ma passion parce que je me disais, je n'ai pas la force de combattre toute cette médiocrité qui m'entoure. D'où le choix de la chanson de Tayyar qu'on a évoquée tout à l'heure. On-off, oui. Donc en fait, je me disais, je suis presque fatiguée d'être contre-courant. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de continuer comme ça? Ou peut-être qu'il faudra faire un autre choix ou continuer autrement. J'ai l'impression que là, en tout cas, je continue autrement parce que continuer à faire de la bonne musique, les choses que j'ai envie de faire, je le fais un peu en coaching. Là, ce que je développe actuellement, voilà, j'encadre des gens qui veulent chanter. Évidemment, je n'ai pas arrêté la musique, je n'ai pas arrêté les spectacles, mais courir derrière ça, j'ai l'impression que je n'ai pas la force. Quand on prend le téléphone, on me fait une commande, voilà, est-ce que tu peux venir pour tel ou tel thème, pour tel ou tel festival? Oui, je suis prête à le faire, mais je ne démarche plus. Ce n'est plus le noyau central de ta vie. On va y revenir si tu permets, parce Bien que sûr. quand même, avant ce doute et avant la reconversion, parce qu'il y a eu reconversion, il y a eu des étapes importantes. Par exemple, en 96, ton bac en poche, tu effectues des études de musicologie à l'université de Tunis, puis
En 2001, tu décides de poursuivre ton parcours à l'université Paris-Sorbonne. Tu te spécialises dans les musiques du monde. Et puis même quand tu as travaillé à la radio, à Radio Monte Carlo Doualiya, absolument, c'était aussi toujours dans ce cadre-là, en tant que journaliste culturel spécialisé dans la musique. De la musique. Parle-nous un peu de ce parcours à l'université, parle-nous un peu de cette formation universitaire, de l'apport qu'elle t'a fourni, et puis aussi des souvenirs, pourquoi pas, que tu en gardes. Évidemment, c'était mon choix. J'étais ravie de faire de la musique. J'étais ravie d'être un peu l'élève de Abdelhamid Belaljiya. Allah yarhamou, que Dieu bénisse son âme. J'étais ravie d'être aussi l'élève ou l'étudiante de Mohamed Saada, aussi du grand maître Mohamed Saada, du maître Zouhaïr Belheni, Allah yarhamou aussi. Donc, c'est des gens qui ont marqué ma vie. Vraiment. Je me dis que, pour être honnête, en fait, j'ai jamais aimé spécialement rendre ou donner ce côté très très technique à la musique, au chant. J'ai toujours privilégié continuer de le faire avec le cœur, avec le feeling. C'est-à-dire que moi, quand j'entends une phrase, je n'essaye pas, en fait, je déteste, en fait, la réfléchir ou la penser en notes. Voilà ce qu'il a fait, oh là là, il a fait cette variation-là, ce truc-là. Non, moi, je la vis de l'intérieur. Donc, peut-être qu'il y a eu un côté... j'ai eu de grands maîtres qui m'ont beaucoup appris, mais je n'ai pas beaucoup apprécié. Évidemment, c'était un passage obligé, je l'ai fait, je l'ai validé, mais après, je l'ai mis un peu de côté. Ça, c'était un choix. Et puis, d'ailleurs, quand je suis partie faire un 3e cycle à Paris, j'ai fait un DEA en ethnomusicologie. J'avais ce besoin-là de connaître les gens qui ont produit les belles musiques du monde. J'avais presque pas besoin de comprendre ces musiques. Ok, je les appréciais, mais j'avais toujours ce besoin de connaître l'humain derrière les productions musicales. D'ailleurs, à Abir, en 2005, tu entames une licence de sociologie. Hein, exactement. C'était dans la même lignée, dans la même... donc, cette envie plutôt d'aller découvrir la vie des gens aussi, comment ils ont produit les choses, comment ils ont vécu les choses, comment ils ont installé certaines choses ou comment ils ont créé, en tout cas, la musique et autre chose, tous les arts. Ce besoin d'aller vers l'autre, de le comprendre. Donc, comme je le disais, en 2005, tu entames une licence de sociologie pour finaliser un peu le parcours universitaire. Pourquoi la sociologie et puis quel lien, si relation il y a entre la musicologie et la sociologie, ou bien ce sont deux univers qui ne se touchent pas et voilà, que tu apprécies chacun à sa juste mesure? S'il y a un pont, il y a toujours un pont entre, en tout cas, les sciences humaines. On sait que tout est lié. La sociologie, c'était dans cette volonté d'aller connaître l'autre, d'aller connaître comment il a vécu pour produire de si belles choses. C'était en fait dans ce sens-là, j'avais ce besoin-là. Et puis c'était pour ma propre satisfaction personnelle, parce que j'aimais beaucoup, j'aime toujours Ahlem Mostrani. Elle a fait de la sociologie. Oui. Et puis il y a beaucoup d'autres romanciers qui m'ont fascinée d'une certaine manière, que j'aimais lire. Et à chaque fois, en fait, quand je vais découvrir, ou en tout cas la curiosité me pousse à aller voir ce qu'ils ont fait, je trouve qu'ils ont fait de la sociologie. Et dans ma tête, je sais pas, c'est en tout cas une croyance qui s'est installée en moi, disons que voilà, je pense que pour connaître l'humain, il faut peut-être aller faire un peu de sociologie. Bon, c'était pas très très poussé, c'était vraiment faire une licence. J'ai pas été plus loin parce que voilà, ma vie ne me le permettait pas, mes engagements. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé mon travail à la radio et tout, donc c'était un nouveau challenge dans ma vie. J'ai pas fait de journalisme, mais j'ai commencé à travailler dans une radio et j'ai apprécié.
Oui, à l'époque, ça s'appelait RMC Moyen-Orient. Donc après, ils ont changé le nom. Donc c'est devenu Monte Carlo Doualiya. Alors c'est quand même une parenthèse qui a duré 16 ans, je crois. Oui, 16 ans de Je ma faisais vie. partie de tes auditrices quand le temps le permettait. Oui. J'aimais beaucoup c'était une quotidienne, je crois, en tout cas sur la musique arabe. C'est le souvenir que je garde de cette émission. Parle-nous un peu de cette expérience-là. Déjà, ce que je disais, c'était un challenge. Pour moi, en fait, j'arrive, j'ai envie de faire ça. Je n'ai pas fait d'études en tout cas de journalisme, mais j'arrive avec le cœur. Encore une fois, c'est le cœur qui est au centre de tout, c'est le feeling, c'est comment je ressens les choses. Ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai fait une formation littéraire, c'est-à-dire un bac lettres. J'ai toujours eu une belle plume en arabe. Je suis une adoratrice de la littérature arabe. Et curieusement, mon père aussi, alors qu'il était professeur de littérature française, mais à la maison, en tout cas, dans nos échanges, dans nos discussions, quand on lui posait une question, il nous répondait souvent, pas en phrase normale, non, mais c'était toujours un vers de poésie, un proverbe arabe. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler à Monte Carlo Doualiya, quand j'hésitais un peu, parce qu'on travaillait en langue arabe, vraiment en arabe littéraire, hein, tout était écrit, tout était bien cadré et tout. Et donc, quand j'avais un bon niveau, mais quand j'hésitais un peu, j'avais horreur de me tromper sur la grammaire. Et c'était ma référence, allô papa. J'ai fait ça, finalement, voilà, je l'ai écrit comme ça. Est-ce que c'est la conjugaison, la grammaire est bonne? Et donc, en général, à 90%, il validait. C'était bon, mais c'était un peu ma référence. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que la voix aussi, on me disait que j'avais une belle voix, que je rassurais quand je parlais, que j'avais une bonne diction. Je pense que tout ça, c'était des ingrédients importants pour une telle carrière. Et puis, ce qui était marrant et curieux aussi, c'est que j'étais la première Tunisienne à travailler côté programme, parce que côté info, il y avait des Tunisiens. Et là, j'intégrais dans ces textes écrits en arabe littéraire, je commençais à intégrer un peu des petites expressions comme ça, et les auditeurs m'ont adopté, ils m'ont aimé. Et puis, j'étais la première Tunisienne, mais aussi la première maghrébine. Donc, je recevais plusieurs mails de la part des Mauritaniens, des Algériens, des Marocains qui me disaient « Tu nous représentes d'une certaine manière », parce qu'il y avait une majorité de Libanais surtout. Et puis, il y avait des Égyptiens, Syriens, Palestiniens. J'étais vraiment la toute première. Et c'est là où j'ai commencé aussi à passer des chansons tunisiennes, à intégrer ça dans le fait de découvrir les musiques du monde aussi. Donc, voilà. Donc, je parlais beaucoup de la musique arabe, mais j'avais une émission qui s'appelait Le Monde et Musique. Et là, ma formation en ethnomusicologie m'a beaucoup aidée, parce que je faisais découvrir aux auditeurs toutes les musiques du monde, mais les musiques qui me touchaient, les musiques que j'aimais, les musiques un peu roots, un peu avec âme, quoi. Donc voilà, tout ça, c'était beau. C'était un bel échange humain, intense, sincère. Et puis, le micro que je connaissais, donc j'avais déjà une très belle relation avec le micro. Mais le micro dans lequel je chantais, il était sur une scène, j'étais un peu haute, le public était là presque à m'admirer. Avec le micro de la radio, il y avait un rapport mais ça tu le sais, beaucoup plus humain. Il y avait un rapport beaucoup plus intime. Voilà, je pouvais me livrer plus. Et puis ce qui me touchait, c'est que je recevais par exemple des messages de la part des auditeurs qui me parlaient de moi comme s'ils m'avaient connue pendant longtemps. Il y a ce lien qui se tisse. Oui, voilà, c'était une belle expérience, c'était un beau chapitre. Alors au bout de 16 ans, tu décides de quitter pour embrasser d'autres horizons. On va en parler dans quelques instants. Alors les habitudes font que, voilà, c'est l'invité qui propose sa playlist, comme ça on découvre ce qu'il écoute, ce qu'il aime, un peu son univers. On va commencer par Esmahen
رجعت لك يا حبيبي. Et puis, je te laisse commenter ce choix juste après. On écoute Esmehen sur RTC. C'est le portrait du mercredi dédié à l'artiste Abir Nasraoui.